Bonjour, je me présente André Maillé-Périard, je suis directrice générale de Réseau Réussite Montréal. Je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue à cette présentation spéciale ce matin où nous aurons avec nous le plaisir d'entendre M. Jean-François Biron de la Direction régionale de santé publique de Montréal qui a accepté de venir nous présenter en primeur les résultats de son enquête sur les habitudes numériques des adolescents en contexte de pandémie. Je le remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Les écrans occupaient une place importante dans nos vies, dans celle de nos adolescents également, mais la mise en place des mesures sanitaires pour limiter la propagation ont conduit à une augmentation de leur usage. Parallèlement, cela nous a aussi permis de poursuivre des activités de socialisation et d'aller à l'école. Ainsi, la pandémie a bouleversé les habitudes des jeunes et augmenté leur utilisation des écrans, qui était déjà un sujet de grande inquiétude. C'est pourquoi nous croyons que les données qui seront révélées aujourd'hui sont d'une importance considérable pour avoir un regard plus clair sur la situation et ainsi orienter nos prochaines actions. La présentation du matin est organisée en collaboration avec la Direction régionale de santé publique de Montréal. Nous les remercions d'avoir, au travers de la gestion de la pandémie, trouvé le temps de mener cette enquête si importante et de venir la présenter ce matin à vous tous qui êtes réunis. Je vais maintenant céder la parole à Brigitte Glostin, agente de développement à Réseau Réussite Montréal, qui sera votre animatrice ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Brigitte Glostin, agente de liaison et développement à Réseau Réussite Montréal. Je vais être votre animatrice aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'être à ce rendez-vous ce matin, car nous savons que vous êtes très occupés. Nous avons 408 personnes inscrites au webinaire. Nous espérons que le portrait et les pistes qui vous seront présentées pourront alimenter vos actions auprès des jeunes. Nous souhaitons nous assurer que ce webinaire répondra le plus possible à vos besoins et vos questions seront les bienvenues tout au long de la présentation. Nous avons prévu différents moments pour y répondre. N'hésitez donc pas à nous poser vos questions en utilisant la commande questions et réponses. Pour accéder à cette commande, cliquez sur l'icône Q et R en bas au centre de l'écran dans le menu qui apparaît quand vous bougez la souris. Les questions vous seront transmises à notre conférencier. Nous vous prions cependant de noter que le sujet de ce matin est très vaste et que nous nous concentrons davantage sur les principes de l'hyperconnectivité ainsi que sur les changements dans les habitudes numériques des jeunes et l'impact de l'utilisation intensive des écrans sur le bien-être et la persévérance scolaire. Bien qu'il s'agisse de sujets essentiels, nous n'aurons malheureusement pas le temps d'aborder des questions telles que la cybersécurité, la fracture numérique, la cyberintimidation et l'hypersexualisation dans les médias sociaux. Avant de commencer, je vous annonce que le webinaire est enregistré et qu'il sera disponible en rediffusion sur le site de Réseau Réussite Montréal. La présentation sera aussi disponible sur le site. Nous enverrons le lien dès que le tout sera en ligne. Nous allons commencer par vous poser une question. Nancy, merci de diffuser le sondage. La question est, avez-vous déjà utilisé votre téléphone cellulaire à la table à manger à l'heure du repas en famille? Est-ce que vous répondez A, jamais, B, rarement, une fois ou trois par année, C, oui, le cellulaire s'invite parfois à la table, ou D, oui, j'ai cette habitude alimentaire? Nous attendons les résultats du vote. Bon, merci d'avoir répondu à notre question. On note que c'est pas mal égal, soit B, rarement, une fois ou trois par année, ou C, oui, le cellulaire s'invite parfois à table. Cependant, si vous avez répondu D, rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul. En fait, en 2019, 74% des Canadiens ont avoué regarder leur téléphone au moins une fois au restaurant. Je vais maintenant céder la parole à notre conférencier qui va nous parler de ce qui en est de l'utilisation des écrans chez les ados et les impacts qui en ressortent. Nous sommes heureux d'accueillir ce matin Jean-François Biron, agent de planification, programmation et recherche à la Direction régionale de la santé publique de Montréal. Avant de relever les toutes nouvelles données recueillies dans le cadre de son enquête, Jean-François va nous présenter un topo sur l'hyperconnectivité pour camper des notions essentielles qui nous aideront à mieux mettre en contexte les résultats de notre enquête.
Jean-François, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous... oui, je pense que ça y est. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va, dans un premier temps, la première chose que je vais faire, en fait, c'est partager mon écran. Voilà, ici. Donc, voilà, ici. Et on va aller dans plein écran. On est bon. Donc, voilà, je vous souhaite un bon matin. La première partie de la présentation, on va regarder un petit peu les notions parce que les gens nous questionnent souvent. Là, on voit beaucoup de choses dans les médias, la dépendance, l'hyperconnectivité. Et souvent, on a des questions pour mieux comprendre un petit peu conceptuellement tout ça. Et puis, dans le fond, le premier topo, ça va vraiment camper un petit peu au niveau quelques bases théoriques. Je n'irai pas en profondeur parce que je l'ai déjà fait dans d'autres présentations. Puis je sais qu'il y a des gens qui ont déjà vu des présentations antérieures que j'ai faites. Donc, je vais essayer d'équilibrer le tout pour ceux qui, c'est la première fois, qui regardent nos travaux. Et puis, on va aussi, finalement, dans la deuxième partie de la présentation, on va vraiment faire le tour de l'étude qu'on a menée et puis d'essayer de regarder ensemble là, les différentes implications. Évidemment, une étude, ça a toujours des limites. Hein? Il y a beaucoup plus de questions que de réponses, mais je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes qui j'espère, vont susciter des réflexions puis aider à mieux comprendre le phénomène. Donc, voilà. On va commencer. Évidemment, c'est toujours, je pense qu'on l'oublie parfois, mais c'est quand même, je trouve ça important de remercier les gens avec qui je collabore depuis les dernières années. J'ai fait des présentations avec d'autres personnes. Et puis, notre réflexion se nourrit évidemment dans les échanges, les interactions qu'on a. Donc, je voudrais remercier évidemment Valérie Van Mouric du CRDM, Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, Chani Baudouin de la CSDM, Julie Maillet, avec qui j'ai déjà fait des présentations. Donc, on retrouve un petit peu des éléments de contenu là, dans la présentation. Et puis, les autres personnes, évidemment, les gens à Capsana avec qui j'ai des échanges, les gens qui ont aussi participé au comité consultatif, donc Emmanuel Parent, Bien-être numérique, Jean-François Poirier, Max Tesser, c'est ça, de la Maison Charles-Lapointe. Et puis, Réseau Réussite Montréal, évidemment, Ginette Vizina et Brigitte Glustein qui ont aussi participé aux échanges là, du comité consultatif. Donc, merci beaucoup à tous ces gens-là et à mes collègues, évidemment, co-chercheurs Michel Fournier et Pierre H. Tremblay. Voilà. Donc, avant de plonger dans le volet un peu plus théorique ou tous les bases conceptuelles, il y a quand même quelque chose qu'il faut que j'aimerais mentionner. C'est qu'on traverse une pandémie. Ça fait déjà un petit bout de temps. On voit beaucoup de choses dans les journaux qui sont parfois alarmantes. Puis, évidemment, il y a vraiment beaucoup de stress, beaucoup de difficultés qui sont engendrées et qui sont concrètes. Ceci dit, il y a beaucoup de résilience dans la population. Je vous partage simplement là, un petit graphique de données que j'ai analysé avec mon collègue Michel Fournier. Et puis, dans le fond, ce qu'on voit, c'est que les Montréalais sont encore, c'est des données chez les adultes, sont encore mobilisés. Là. Et il y en a plusieurs qui disent c'est facile pour nous de continuer à adhérer. Donc, il y a un bon engagement encore des Montréalais dans la lutte à la COVID, malgré les difficultés que ça engendre. Donc, je trouve que c'est important de le mentionner d'une part. Et d'autre part, l'autre petit bout, c'est que il faut comprendre que la pandémie, ça crée du stress. Et puis, évidemment, quand on prend les indicateurs qu'on utilise normalement, ils vont avoir augmenté. Je veux dire, les états de santé vont s'être détériorés ou, disons, les symptômes ou ce qu'on utilise normalement, ça va donner des résultats plus délétères, plus négatifs. Et en même temps, ça relève quand même de réactions normales parce qu'il y a quand même beaucoup de stress. Et donc, il faut éviter des fois de pathologiser ou de surinterpréter finalement là, ce qu'on retrouve parce que c'est normal de sentir de la détresse, c'est normal d'être plus anxieux, c'est normal d'être un peu découragé. Et puis ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, c'est juste qu'il y a une différence entre un état clinique
C'est-à-dire, ça ne devient pas nécessairement au point de devenir un problème de santé mentale. C'est donc juste, c'est des symptômes qui sont exacerbés par ce qu'on retrouve. Donc, juste de garder ça en tête, là, de dire qu'on est dans des moments difficiles et puis d'avoir un peu de nuance quand on regarde les résultats. Voilà. Donc, moi, je vous en ai déjà parlé. On va avoir une première partie qui est un petit peu plus conceptuelle, théorique. Et puis, la deuxième partie, ça va être vraiment à l'étude. Ceci dit, c'est quand même des statistiques. C'est quand même des cadres conceptuels. J'espère que vous n'allez pas vous endormir. Je vais essayer de mettre un petit peu de vie autour de ça avec des exemples concrets. Donc, voilà. Donc, la première chose, bien évidemment, là, c'est une généralité. Là, les usages liés aux technologies de l'information et des communications prennent différentes formes. Donc, c'est vraiment une généralité. En gros, il y a des usages, des utilisations qui sont d'ordre fonctionnel, il y en a qui sont d'ordre professionnel, éducatif ou de loisirs, là, dans les temps libres, le volet un peu ludique. Ceci dit, quand on regarde comment se construisent les usages, pourquoi ils diffèrent beaucoup d'un groupe à l'autre ou d'un individu à l'autre, c'est en fait, quand on regarde aussi l'évolution de la technologie depuis les 15-20 dernières années, c'est sûr qu'il y a toute l'idée de l'amélioration des appareils, l'explosion du contenu disponible et aussi l'amélioration des appareils en termes de rapidité, de bande passante, de facilité d'utilisation. Donc ça va être un des éléments. Donc, les appareils, tous les aspects techniques vont venir influencer la façon dont on va les utiliser. Donc, évidemment, quand il n'y a pas de bande passante, parce qu'on est dans un coin éloigné, on ne peut pas faire la même chose que quand on est en ville. Ce n'est pas la même chose. À travers tout ça, il y a évidemment aussi les contextes socio-environnementaux, c'est-à-dire toutes les normes sociales qui entourent les utilisations, le marketing qui est fait par les gens qui développent, les développeurs de différentes plateformes pour évidemment nous faire utiliser davantage les équipements. Et aussi, il y a aussi des caractéristiques qui sont individuelles, c'est-à-dire notre attitude par rapport aux technologies qui va être influencée par notre groupe d'appartenance, notre famille, nos amis. Et puis, évidemment, où est-ce qu'on est rendu dans notre développement? Là? Un enfant de 5 ans, ça n'a pas les mêmes utilisations qu'un adulte de 25 ans. C'est un petit peu ça, c'est le modèle un petit peu là, où il y a des caractéristiques de l'individu. Est-ce que je suis quelqu'un qui recherche les sensations fortes? Est-ce que l'estime de soi va aussi peut-être moduler la façon de l'utilisation vers où je vais me diriger quand je vais aller? Donc, ceci dit, tout ça pour dire que la notion d'utilisation adéquate peut être relative d'un groupe à l'autre. Quand on est un groupe de journalistes, c'est normal d'être toujours sur son appareil. Dans d'autres milieux, seul et moins. Donc, voilà pour ça ici. Bien évidemment, là, un survol rapide, je n'ai pas mis toutes les références, mais je pense que ce qu'on voit maintenant, c'est que les plateformes sont souvent interreliées. Donc, on parle de différents usages, mais on peut très bien suivre un YouTuber qui nous invite à aller sur son site Instagram, puis sur sa page Facebook. Et puis, on peut aller, par exemple, sur YouTube, aller voir justement ce YouTuber-là qui est sur des jeux vidéo, puis après ça, le suivre sur Twitch pour regarder en direct. Donc, il y a quand même une forme les plateformes sont souvent interreliées, même s'il y a des usages qui peuvent être plus importants que d'autres. C'est quand même plus important que une dizaine d'années, cette interconnexion entre les différentes plateformes. Et puis, évidemment, le visionnement de vidéos, les médias sociaux et les jeux vidéo, c'est les trois grandes choses là, qui sont dans les temps libres des jeunes. C'est vraiment ce qu'on retrouve le plus fréquent. Puis, à travers tout ça, bien évidemment, selon les individus, il y a un paquet d'autres usages, d'autres utilisations qui vont se faire. Maintenant, je vais vous dire un petit peu clarifier c'est quoi ce qu'on entend par hyperconnectivité, là, parce que souvent, les gens pensent que l'hyperconnectivité, c'est nécessairement mauvais. Moi, je le vois plutôt, nous, on le voit plutôt comme une perspective des technologies de l'information et des communications dans les habitudes de vie. Et donc, bien avec ça, nécessairement, il peut avoir des bienfaits et il peut avoir aussi des mauvaises habitudes numériques. Donc, on est vraiment lié au concept d'habitude de vie.
et d'utilisation équilibrée, c'est-à-dire une utilisation dont on va tirer les bénéfices finalement des technologies, où on peut développer des mauvaises habitudes, petites, grandes, ponctuelles ou toujours, dépendamment du continuum. Et donc, on le voit vraiment comme un phénomène qui est caractérisé par l'intégration des technologies de l'information et des communications dans les fonctions des organisations et des groupes et dans les habitudes de vie. Donc, maintenant, vous faites une demande pour vous inscrire à des cours à l'université, bien, vous allez devoir procéder en ligne. Donc, c'est fini les grandes files au registrariat de l'université. Même chose si vous faites vos transactions bancaires, toutes sortes de choses maintenant qu'on doit faire, qui sont fonctionnelles, qui doivent se faire par les écrans. Donc, il y a un volet technique à l'hyperconnectivité, c'est-à-dire que c'est l'interconnexion entre les médias, leur capacité d'échanger de l'information. Donc, ça rend possible cette hyperconnectivité-là. Quand les appareils sont synchronisés, bien, évidemment, là, peu importe la plateforme, bien, puis même parfois, il y a la géolocalisation de l'appareil qui permet plus rapidement de savoir notre trajet, tout ça. Donc, c'est vraiment, il y a un aspect technique. Et puis, le volet social, bien évidemment, ça donne l'émergence à de multiples usages, comme je le mentionnais plus tôt. Et qui peuvent être positifs, clairement, pour une grande partie des gens, mais qui peuvent aussi être associés à des problèmes. Donc, c'est même de cette façon-là qu'on définit l'hyperconnectivité. Donc, hyperconnectivité et santé, je vous donne un petit peu un modèle avec lequel on travaille assez rapidement. Dans le fond, il faut tenir compte du stade de développement de l'individu. Donc, j'ai mis le continuum ici. Dans le fond, les individus se développent. Hein, on est, puis évidemment, on progresse, on se développe dans la vie. Et les enjeux de santé vont suivre un petit peu le stade de développement de l'individu. Donc, les enjeux de santé vont varier selon l'âge, le stade de développement où on est rendu. Et l'autre, en parallèle, va se construire des usages avec les paramètres que j'expliquais un petit peu plus tôt, c'est-à-dire les caractéristiques de l'individu et les déterminants socio-environnementaux qui sont les normes sociales, le marketing des acteurs du web, excusez. Et le type d'accès qu'on va avoir, l'équipement, et des traits de personnalité. Et évidemment, j'ai mis en bas les enjeux de santé, sans les mettre nécessairement positifs ou négatifs, mais les enjeux qui vont être associés. Évidemment, ça suit un petit peu là, dans ce que j'ai mis, le développement. C'est-à-dire qu'au départ, quand on est un jeune enfant, c'est le développement cognitif, le développement de la motricité, le développement socio-affectif. Et puis plus tard, ça va être des enjeux de sédentarité, de réussite scolaire, de développement psychosocial, puis plus tard encore, évidemment, et plus tôt aussi, tout ce qui est sommeil, les impacts physiques que ça peut avoir, les impacts sur la santé mentale, la guerre pour l'attention, voilà, et les relations interpersonnelles, bref. C'est pas exhaustif, mais ça vous donne une idée un petit peu du modèle avec lequel on peut travailler en santé publique là, pour appréhender, regarder un petit peu l'hyperconnectivité. Quelques exemples, finalement, quand on parle de mauvaises habitudes numériques, je pense que c'est important de donner quelques exemples pour dire qu'on n'est pas toujours dans la dépendance là, à ce stade-ci. On est vraiment comme au niveau des technologies, des appareils, des écrans dans les habitudes de vie. Et donc, ça a été tiré d'une étude qui a été menée par Statistique Canada. Et on voit que les répondants, il y a quand même plus du tiers des répondants là, qui disaient qu'ils utilisent les écrans plus longtemps que prévu. Il y a des gens qui aimeraient diminuer les écrans qui sont près du quart, disons 22-23 ou qui ont pris des pauses d'écran parce qu'ils trouvaient que c'était trop. Il y en a 1 sur 5 qui dit qu'ils font moins d'activité physique à cause de leur utilisation des écrans. Évidemment, le sommeil, ça arrive assez souvent. Donc, on voit quand même qu'il y a des gens qui disent que les écrans vont leur nuire à certaines autres tâches. Donc, c'est des exemples là, des écrans dans les habitudes de vie sans s'inscrire dans une dynamique nécessairement de dépendance. Et puis ça aussi, c'est les gens de Capsana qui m'ont gracieusement fourni ces données-là. C'est des gens qui ont participé au défi de déconnexion 24 heures. Il y en a eu un justement en fin de semaine, la dernière fin de semaine, je crois que c'est ce dimanche.
Et puis, les constats de ces gens-là, qui ne sont pas, c'est vraiment un groupe de participants. Donc, évidemment, ce n'est pas des statistiques généralisables, mais c'est très intéressant. Il y en a beaucoup qui disaient qu'ils utilisent les écrans par automatisme. Donc, on est vraiment dans les habitudes de vie. J'utilise les écrans pour me désennuyer. Il y a beaucoup de procrastination en raison des écrans. Et puis, évidemment, beaucoup se rendent compte que les écrans prenaient beaucoup de place dans leur vie. Et en fermant leurs écrans, ils récupèrent du temps. Donc, c'est quand même intéressant. Et puis là, on est vraiment dans les habitudes numériques. Voilà. Quand on parle de cyberdépendance maintenant, pour faire la nuance là, avec l'hyperconnectivité versus la cyberdépendance, là, on est vraiment dans c'est un trouble. La cyberdépendance, ce n'est pas positif, ça ne peut pas être positif, c'est d'emblée négatif. Et puis, ce n'est pas une mauvaise habitude. Ce n'est pas parce que notre conjoint ou notre enfant est sur son appareil que ça nous tape ses nerfs ou qu'il fait des choses que nous, on ne fait pas. C'est pas ça. C'est un problème clinique qui est basé sur des symptômes comportementaux. Et puis, c'est associé à des dysfonctions importantes. C'est pas, la personne, quand on est dépendant, c'est quand même, on devient, il y a des impacts négatifs qui sont importants. Puis, les gens qui sont cyberdépendants, qui ont, bon, on va plutôt parler d'utilisation problématique d'Internet. Disons que c'est des gens qui vont avoir justement une incapacité d'arrêter, malgré des efforts. Et puis, il y a toujours le volet perte de contrôle, modification de l'humeur, des rechutes quand on essaie. Donc, on est vraiment dans la cyberdépendance, c'est vraiment, disons, un trouble clinique, mais qui, en ce moment, il n'est pas reconnu. Ce n'est pas comme un trouble qui est reconnu comme tel, la cyberdépendance. À chaque fois que je le mentionne, les gens sont surpris parce qu'on voit tellement ça souvent dans les médias qu'on a l'impression que c'est un trouble qui est reconnu, mais ce n'est pas le cas. Ce qui est reconnu, et c'est quand même assez récent, c'est la dépendance aux jeux vidéo. Et c'est quand même assez nouveau. Ceci dit, ça ne veut pas dire que parce que ce n'est pas reconnu que ce n'est pas nécessairement vrai. Sauf qu'il y a beaucoup de clarifications à faire, puis il y a encore beaucoup de travail à faire pour en arriver à mieux saisir ce trouble-là. Et il y a quand même beaucoup de gens qui vont dans les services ici, des services de réadaptation en dépendance parce qu'ils ont des problèmes d'utilisation d'Internet. Souvent, c'est des utilisateurs de jeux vidéo. Sinon, l'autre partie, ça va être les médias sociaux. Donc, voilà. Le trouble, évidemment, l'Organisation mondiale de la santé a reconnu en 2018 le trouble de jeux vidéo. Donc, pas la cyberdépendance, mais le trouble de jeux vidéo. Donc, une dépendance liée aux jeux vidéo. Puis, comme je vous disais, c'est basé sur des symptômes comportementaux. Donc, les gens perdent le contrôle de la fréquence, la durée. Ils vont perdre de vue un petit peu le contexte aussi. Là, on parle de dissociation. Et puis, les priorités croissantes accordées au jeu, au point où ça prend le dessus sur n'importe quoi d'autre. Puis, la poursuite malgré les conséquences négatives importantes. Donc, voilà. Écoutez, quand même, j'ai oublié de vous dire au début, je sais qu'il y a parmi vous beaucoup de gens qui voudraient avoir des pistes ou des outils. Ce n'est pas nécessairement l'objet de la première présentation, mais plus tard, il y aura une section là, où on va discuter d'outils, de pistes après la présentation. Ceci dit, je voulais quand même vous dire qu'il y a un outil qui a été développé au Québec et qui permet de voir, de détecter l'utilisation problématique chez les adultes et chez les adolescents. Et donc, cet outil-là est bien apprécié. Et puis, j'ai le lien, là, vous avez le lien dans la présentation, mais sinon, vous allez taper débat Internet et vous allez tomber sur la page de l'outil. Donc, voilà. Donc, c'est une petite piste, là, ceux qui voudraient avoir un outil pour faire ces évaluations-là. Ceci dit, avant d'aller évaluer ça, il y a toute une série de questions à se poser, voir est-ce qu'on est dans les habitudes numériques, est-ce que j'ai une bonne compréhension de l'utilisation que fait soit mon jeune ou soit mon conjoint ou tout ça. Il y a vraiment beaucoup de questions avant d'en arriver à ça. Et puis, pour être sûr qu'on n'est pas dans une mauvaise habitude numérique,
et qu'on est réellement là, dans un possible trouble important. Voilà. Est-ce que c'est tout? Oui, ça se mettrait fin à ma première partie. Donc, je ne sais pas, j'ai peut-être été, je ne sais pas si j'ai respecté le temps. Oui, c'est quand même pas si Pas mal. mal, oui. Wow! Bon, ben, je suis content. Ben, écoutez, je pense que je vais arrêter le partage de mon écran et puis on reviendra tout à l'heure. Je pense qu'on va être À la on est période rendu de peut-être. questions, Oui, voilà. effectivement. Alors, merci beaucoup, Jean-François, pour ce survol sur l'hyperconnectivité. Comme il l'a mentionné, nous allons maintenant passer à la période de questions. Si vous ne l'avez pas déjà fait et que vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le module Q&R. Je vais inviter mes collègues Mireille et Marie-Pierre Courcy de nous transmettre les questions en ce moment. Oui, bien, peut-être pendant que s'il y a des gens qui écrivent des questions dans le QR, je pourrais poser une préoccupation là, qui avait été soulevée déjà. Donc, s'il y a une distinction entre le temps d'écran pour le divertissement et celui pour les études, M. Piron. Ben oui, oui et non. Il y a comme une zone qui est clairement différente, puis il y a une zone qui est commune. C'est sûr que si par exemple on parle des impacts sur le taux d'ordre physique là, ou de fatigue au niveau oculaire ou au niveau musculo-squelettique, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que quand on est devant un écran, peu importe c'est quoi, si on regarde les impacts physiques, ben, c'est important de prendre des pauses. C'est important aussi de ne pas être fixé sur un écran pendant des périodes trop prolongées parce que ça peut avoir des impacts sur la vue et évidemment sur la posture. Donc, et puis au niveau de la sédentarité, il y a aussi, on est devant un écran, donc pendant ça, on ne fait pas d'autre chose. Ça, c'est la zone commune. Il y a quand même une zone là où il y a une différence, c'est que soit que ce soit pour le travail, le volet professionnel, ou pour les études, ben, c'est du temps qu'on doit faire. On est obligé, il faut gagner sa vie, puis souvent, beaucoup de monde la gagne en étant en travaillant devant un écran. Donc, la différence, c'est que le temps de loisir, c'est du temps où on pourrait théoriquement faire d'autres choses. Donc, c'est le temps qui va gruger sur d'autres activités qu'on pourrait faire, le temps qu'on pourrait passer avec des proches, le sport qu'on pourrait faire, la lecture, des choses, d'autres choses qu'on pourrait faire. Et donc, la différence, elle est vraiment là. Et puis, bon, je sais qu'il y a des gens qui sont workaholics, là, mais en général, la dépendance, elle va plutôt se développer sur des usages qui ne sont pas d'ordre professionnel. On parle de jeux vidéo ou sinon, parfois, une utilisation problématique qui va être liée peut-être à la consultation, disons, abusive de médias sociaux ou peut-être de matériel pornographique ou tout autre usage là, qui va empiéter. Et puis, dans le fond, ça va gruger, dans le fond, le temps hors des études et du travail va venir gruger sur une sphère où on pourrait faire d'autres choses. Je dirais que c'est la grande différence. Merci. Justement, quand doit-on s'inquiéter des impacts de l'utilisation problématique des écrans? À quel moment est-ce qu'on s'inquiète, justement? Ben, je pense que la première chose, c'est qu'il faut toujours être conscient de garder un équilibre. Quand on s'inquiète pour soi ou pour quelqu'un d'autre, c'est ça. Pour soi, on est quand même capable de faire l'analyse pour soi. Pour l'autre, je pense qu'il faut quand même regarder, est-ce que la personne, bon, disons, on parle des adolescents, est-ce que l'individu, la personne fait d'autres choses? Est-ce que la personne est active? Est-ce qu'elle fait du sport? Est-ce qu'elle est quand même, quand on lui parle, elle est présente, elle est avec nous? On s'inquiète quand on voit qu'il y a comme une forme de changement dans le comportement. La personne commence à être plus réclue. Elle est pas vraiment, quand on lui parle, elle commence à prendre ses distances, puis il passe beaucoup de temps. Et puis, il semble couper sur d'autres choses. Fait que dans le fond, c'est vraiment là. Hein, si la personne fait moins d'autres choses, un petit peu prend du recul au niveau social, et puis on voit qu'elle passe beaucoup de temps, à ce moment-là, c'est le temps de s'inquiéter, puis peut-être d'avoir une conversation, de regarder plus en profondeur un petit peu là, la nature de ce qui se passe. Évidemment, c'est vraiment par le dialogue là, pour laisser la personne prendre sa place là, aussi, là-dedans.
Merci beaucoup pour les réponses. Nous allons interrompre ici la première période de questions afin que Jean-François puisse nous présenter les premières analyses de son enquête sur les écrans et les adolescents en contexte de pandémie. Continuez à nous écrire si vous reste des questions. Nous y reviendrons avant la fin du webinaire. Jean-François, je vous invite à poursuivre votre présentation. Bon, on va y aller avec un second partage d'écran. OK. Bon. OK. Fait qu'ici, on est vraiment dans l'étude. Donc, on se questionne un petit peu sur l'utilisation des adolescents pendant la période de confinement, de pandémie qu'on traverse. Les questions qu'on a finalement, c'est est-ce qu'il y a eu des changements dans les habitudes numériques? Je pense que tout le monde se doute des réponses. Quelle est l'ampleur du temps libre passé sur les écrans? Puis quels sont les impacts et les liens avec la santé et le bien-être? Donc voilà. Quelques mots sur l'étude, en fait. Qu'est-ce qui nous a permis qu'est-ce qui nous a permis de mener assez rapidement cette étude-là? En fait, c'est qu'on s'est appuyé sur le mandat de surveillance d'état de santé là, qui est attribué à la Direction de santé publique de Montréal. On a cette mission-là de surveiller l'état de santé, surtout quand il y a beaucoup de préoccupations. Et puis, on était déjà mobilisés parce que je travaille avec un collègue là, sur le radar où on analyse finalement des statistiques assez souvent. On avait déjà auparavant amorcé des travaux sur le temps écran, donc on n'a pas eu à mettre en place beaucoup de choses. On était déjà assez mobilisés. Donc, on était capable de rapidement développer un questionnaire. On connaît bien les indicateurs. On peut aussi rapidement traiter des données. Donc, on avait des conditions favorables là-dessus. Et l'autre élément, c'est qu'on avait des partenaires qui étaient actifs dans les écoles aussi, qui nous permettaient d'avoir un accès là, assez rapidement peut-être à des jeunes qui pouvaient être en mesure de nous répondre. Donc, on avait des conditions favorables. Ici, encore une fois, je rappelle un petit peu là, qu'on est dans une pandémie. Je veux quand même vous dire aussi, là, on va faire un petit tour de montagne russe ensemble. Là. Regardez ça, j'ai mis un graphique ici qui représente la perception de la crise là, chez les adultes. Mais ça nous montre un petit peu, là, ça c'est un petit peu l'évolution de la perception de la crise dans le temps depuis le début de la pandémie. Donc ici, là, si on regarde ensemble là, au début, ça c'est la première vague. Ça, c'est ici là, les gens disaient qu'on est au pire. Donc ici, on redescend. Pour rappeler, le premier été, on s'imaginait que c'était peut-être fini. Hein, c'était malheureusement une illusion. Et puis la deuxième vague, on est reparti en grand. Et puis là, ici, on voit ici, là, quand on pensait que même à Noël, c'était pour repartir, pour se calmer. Et puis non, c'est reparti. Puis là, évidemment, là, ici, ce n'était pas un bon moment de la pandémie. Et puis là, finalement, encore une fois, on a une petite accalmie pour arriver à la troisième vague que personne n'avait vu venir. Et puis là, c'était la troisième vague. On était tannés. Et puis à la troisième vague, quand nous, on a fait la collecte de données, il y avait, c'était pas un bon moment. C'était un moment où beaucoup de cours étaient à distance chez les jeunes. Il y avait encore un couvre-feu. C'est ça, c'était un moment difficile. Donc, l'étude a été réalisée à un des pires moments de la crise de la COVID. Donc, c'est important quand on va regarder les données, de tenir compte de ça. Parce qu'il n'y a pas juste les impacts des écrans, il y a l'impact de tout ce qu'on traverse. Voilà. Pour l'étude, évidemment, on a mis en place un comité consultatif. Donc, on remercie beaucoup les gens de bien-être numérique, la Maison Jean-Lapointe, quelqu'un de la CSDM, puis quelqu'un de Réseau Réussite Montréal. Donc, on voulait, en mettant en place l'étude, avoir la perception, avoir de l'input finalement de gens qui sont en contact avec des adolescents au quotidien pour s'assurer que la formulation de nos questions, ce qu'on était pour sonder, était pertinent, puis que les questions étaient formulées dans un langage qui était quand même facile à comprendre, tout ça. Donc, on a créé, suite à ça, on a créé un questionnaire. Et puis, on a réussi à mettre en place une collecte multimodale. On avait plus ou moins le choix parce que ce n'était pas un contexte facile d'analyser des jeunes. Donc, on a réussi à aller recruter des jeunes en classe, donc des jeunes qui ont répondu
sur un questionnaire papier-crayon, d'autres qui ont répondu parce qu'il y avait des classes à distance. Et puis, on a aussi utilisé un panel web. Donc, on a sollicité les parents d'un panel web pour que leurs jeunes, leurs adolescents répondent. Et puis, on est allé chercher un échantillon de 725 répondants. Ce n'est pas un échantillon probabiliste, mais c'est un échantillon quand même qui a une bonne distribution socio-démographique. Donc, on est assez confiant que les résultats qu'on a là-dedans représentent, nous donnent un bon ordre de grandeur de ce qui se passe pour les jeunes, les adolescents à Montréal. Voilà. Changement dans les habitudes numériques. Donc, ici, quand on regarde les changements dans les habitudes numériques, on a vu que les visionnements vidéo, ici, juste pour que vous ne soyez pas perdus, on va y aller peut-être un à la fois, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dans le tableau, il y a 4 tableaux. Ici, c'est à peu près le centre. Là n'a pas changé. C'est comme ceux pour qui ils ont continué finalement leur utilisation comme avant la pandémie. Ce qui est à droite, là, les 2 colonnes à droite, c'est quand on nous dit que ça a augmenté un peu ou beaucoup augmenté. Et là, évidemment, ce qu'on voit, c'est que pour une grande partie des jeunes, ça a beaucoup augmenté, là, plus de 40 là, 45 peut-être, là, qui nous disent que ça a beaucoup augmenté le visionnement de vidéos. Et puis sinon, il y en a quand même beaucoup qui nous disent que ça a un peu augmenté. À l'inverse, il n'y en a pas beaucoup qui nous ont dit l'inverse, que ça a beaucoup diminué. Il n'y en a quasiment pas. Mais les médias sociaux aussi, il y a pas mal de jeunes qui nous disent que ça a beaucoup augmenté ou que ça a un peu augmenté. Il y en a peu qui nous disent que ça a diminué, puis il y en a 20 qui nous disent que ça s'est inchangé. Les jeux vidéo, aussi une bonne augmentation. Évidemment, on n'a pas fait les analyses, là, on ne les présente pas aujourd'hui selon le sexe. Mais évidemment, si on regardait seulement les garçons, ce serait plus important. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous disent que ça a beaucoup augmenté ou un peu augmenté. Puis la consultation des sites d'information de nouvelles, bien ça a un peu augmenté. Mais sinon, on voit qu'il y a eu moins d'augmentation de ce côté-là. On avait aussi une autre question sur autres types d'utilisation qui regroupe l'ensemble de ce que les jeunes peuvent faire d'autres. Et puis, ça a aussi augmenté, mais c'est dans une moindre mesure. Ce n'est pas présenté ici. Donc, en gros, oui, ça a beaucoup augmenté. Je pense que pour 70 de nos répondants, quand on prend l'ensemble de là, vont nous dire qu'au moins une utilisation a beaucoup augmenté pendant la pandémie. Alors, l'ampleur du temps libre consacré en ligne, si on le mesure, évidemment, quand on mesure ça, c'est des ordres de grandeur. Là. Les gens ne nous disent pas, je passe 1h26, 1h27, on demande, c'est des intervalles. Donc, ça nous donne encore une fois un ordre de grandeur du phénomène. Là-dessus, on a été un peu surpris, je dois vous avouer, là, par l'ampleur du temps écran. On s'attendait à ce que ce soit élevé. On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi élevé. Donc, les gens qui font moins de 2 heures, là, on a la semaine et la fin de semaine. Quand on regarde le tableau ici, les moins de 2 heures, il n'y en a pas beaucoup qui font moins de 2 heures. Et puis, de 2 à 3 heures, bien, ça monte un petit peu, mais regardez, là, le 5 heures et plus, c'est là où on retrouve le plus de nos répondants. Je réitère le fait qu'il faut quand même comprendre qu'on est dans un des pires moments de la pandémie, que les jeunes ne peuvent pas faire d'autres activités, les contacts sociaux sont limités. Et puis, en fait, on favorise à ce moment-là les interactions à distance. Donc, évidemment, c'est peut-être pas surprenant qu'il y ait une bonne augmentation, mais on a quand même été un peu surpris. Dans l'ensemble, on a quand même un adolescent sur 5 qui passait plus de 5 heures de son temps libre, et la semaine et la fin de semaine. On avait des données chez les adultes et chez les élèves de 6e année qui nous montraient un petit peu l'ampleur du temps écran. Et puis, c'était quand même pas mal moins que ça. Mais c'était avant la pandémie. Donc, les jeunes adultes aussi, on sait qu'ils vont passer plus de temps d'écran que les adultes un petit peu plus âgés. Donc, ça se rejoint, c'est beaucoup, mais en même temps, il faut tenir compte du contexte. Ici, là, je ne vois pas le haut, mais en fait, ce qu'on voit ici, c'est les impacts de la pandémie sur... là, ici, on ne parle pas des impacts des écrans, mais
donner un petit peu l'état de nos répondants, là, regardez quand même, il y a quand même pas mal de jeunes qui nous ont dit que leur motivation scolaire avait beaucoup diminué. Ça, regardez, c'est en bleu en haut dans le premier tableau ici, là, et sinon un peu diminué. Donc, la motivation scolaire, il y en a qui nous disent que ça a augmenté, mais ils sont quand même pas mal moins nombreux. Fait que dans l'ensemble, il y en a que ça a découragé, là, cette histoire-là de pandémie, probablement, beaucoup. Et aussi, l'activité physique de nos répondants, ils sont beaucoup plus nombreux à nous dire que ça a beaucoup diminué ou que ça a diminué. Donc, ça, c'est plutôt l'effet de la pandémie. Ce n'est pas l'effet des écrans. Pour vous dire, nos jeunes, à ce moment-là, ce n'est pas un bon moment. Et à l'inverse, ben, les inquiétudes, elles ont augmenté, les inquiétudes face à l'avenir. Donc, on peut parler on ne parle pas d'un problème clinique d'anxiété, mais on parle d'une augmentation des inquiétudes, qui montre un peu une augmentation de l'anxiété chez les jeunes. Et donc, ici, il y en a quand même pas mal de jeunes qui nous disent, il y a quand même à peu près 18 %, j'y vais à l'œil, de jeunes qui nous disent que ça a beaucoup augmenté et que ça a un peu augmenté, il y en a quand même un bon groupe. Donc, beaucoup plus d'inquiétudes chez les jeunes, moins d'activité physique, puis une baisse de la motivation scolaire en général. Donc, ça, c'est des effets qu'on a mesurés dans notre groupe, qui ne sont pas liés nécessairement aux écrans, mais on va les associer plus tard. Quelques impacts des écrans comme tels, quand on questionne les jeunes sur qu'est-ce que les écrans font depuis le début de la pandémie, quels sont les impacts, comment ils ont utilisé les écrans. Et puis, dans le fond, ce qu'on voit, c'est que ce qui est assez positif, c'est que, bien, en fait, la grande majorité des jeunes nous disent que les écrans leur ont été utiles pour maintenir leur relation. Donc, ça, ce n'est pas négatif. Puis, ça démontre un peu l'adaptation, la capacité d'adaptation. Et puis, il y a beaucoup de jeunes qui se sont servis des écrans pour apprendre de nouvelles choses. Donc, ça rejoint un peu notre modèle. Les écrans, ce n'est pas mauvais. L'hyperconnectivité, ce n'est pas mauvais. Il y a des bons côtés. Puis, évidemment, quand il y a de l'excès, quand ce n'est pas utilisé de façon équilibrée, bien, il vient évidemment des impacts négatifs. Donc, on voit quand même que les proportions les plus élevées viennent des points positifs des écrans, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Ceci dit, ben, il y a la moitié des jeunes qui nous ont dit que leur entourage s'est inquiété de leur utilisation des écrans, souvent ou parfois. Ils nous disent aussi qu'ils ont perdu du sommeil à cause des écrans, parfois ou souvent également. Il y a des jeunes qui nous disent qu'ils sont tannés des écrans, carrément. Et ça, on en reparlera peut-être plus loin, mais c'est quand même positif comme tel que des jeunes nous disent qu'ils sont tannés des écrans, parce que ça montre qu'il y a peut-être des jeunes qu'on va pouvoir peut-être récupérer plus facilement là, dans une phase de rétablissement ou quand il y aura d'autres opportunités de faire des choses pour eux. Peut-être qu'il y en a déjà là, qui font d'autres choses. Donc ça, ce n'était pas une mauvaise nouvelle. Mais ça, que ça nuit à leurs travaux ou leurs résultats scolaires, il y en a aussi beaucoup donc, je ne sais pas, si on est peut-être à 36-37 %. Donc, ça, c'est les impacts autodéclarés par les répondants sur les écrans. Maintenant, on a évidemment posé d'autres questions sur l'état de santé des jeunes, en plus de ces questions-là. Puis dans le fond, je vais vous montrer les analyses qu'on a faites. On a fait 2 modèles d'analyse. On avait ceux qui font moins de 5 heures qu'on a comparé à ceux qui font plus de 5 heures. Pourquoi on a retenu 5 heures et plus? Parce que dans le fond, c'était le seuil là, où on avait comme le groupe vraiment d'utilisation intensive. Bon, on avait pensé faire ça à 4 heures, mais vraiment, l'utilisation était trop élevée pour qu'on coupe à 4 heures. Fait qu'on l'a déterminé qu'on était pour analyser ceux qui font plus de 5 heures la semaine et la fin de semaine versus ceux qui font toujours moins de 5 heures. Et l'autre modèle, c'est ceux qui nous disent qu'il y a au moins une utilisation ou plus d'utilisation, qu'on va les comparer à ceux pour qui il n'y a aucune utilisation qui a augmenté beaucoup pendant la pandémie. Donc, deux modèles. Un où on compare les utilisateurs intensifs à ceux qui font moins de 5 heures la semaine et la fin de semaine. Et après ça, on va comparer ceux qui nous disent que ça a augmenté, beaucoup augmenté, versus ceux qui nous disent que ça n'a pas beaucoup augmenté pendant la pandémie. Donc, voilà. Quand on regarde pour l'utilisation intensive, avec des variables de santé et de bien-être,
On regarde ici, donc ça, c'est vraiment des croisements. Ici, c'est la proportion dans les différents groupes. Ce qui est en bleu, ça montre un écart statistiquement significatif. Mais évidemment, on avait une puissance statistique un peu limitée parce que, bon, on a quand même 725 répondants. Si on en avait eu 2000, probablement que même la première variable ici qu'on voit, la santé passable, santé générale, passable ou mauvaise, il y aurait eu un écart significatif. Bon. Fait que voilà. Fait que quand on regarde les variables de santé, bien, on voit que le groupe qui fait 5 heures et plus, nos utilisateurs intensifs, se démarque, disons, un peu négativement, puis beaucoup même. Au niveau de la santé, ce n'est pas significatif, mais on voit un petit écart. On voit que pour le moral, donc c'est un proxy d'auto-évaluation de la santé mentale, on a demandé comment ils évaluaient leur moral à ce moment-ci. Et puis on voit qu'il y a un gros écart, là, 43% de nos utilisateurs intensifs déclaraient qu'il y avait leur moral était passable ou mauvais, comparativement à 27 dans l'autre groupe. Beaucoup plus d'insatisfaction dans les relations dans nos utilisateurs intensifs, que ce soit avec la famille ou avec les relations avec les amis, donc au niveau des relations. Et quand même un écart important, l'insatisfaction de sa vie, c'est un indicateur qui est beaucoup utilisé et qui est associé vraiment à beaucoup de problèmes dans d'autres enquêtes. Donc, quand les gens nous disent qu'ils sont pas, un adolescent nous dit qu'ils sont insatisfaits de leur vie, c'est quand même préoccupant. Puis l'écart est très important ici. Ça, c'est assez un résultat assez préoccupant. Puis même le 13,6 est quand même assez élevé dans notre groupe de moins de 5 heures. Mais ceci dit, il faut encore retenir que c'est un des pires moments de la pandémie. Au niveau des résultats scolaires, on voit que l'utilisation intensive est associée pas mal plus à des faibles résultats scolaires ou très faibles que l'autre groupe. Motivation scolaire aussi, on voit qu'il y a un écart important, là, à peu près 10 points de pourcentage. Les inquiétudes sont plus importantes dans notre groupe d'utilisateurs intensifs. Et même chose pour l'activité physique, là, ils sont plus nombreux là, dans notre groupe de 5 heures et plus à avoir diminué beaucoup leur activité physique. Donc, voilà. Donc, c'est un portrait un petit peu qui montre que ça va dans ce qu'on pense, puis dans ce que montrent d'autres études sur d'autres groupes, qu'il y a quand même un fardeau qui est associé à l'utilisation intensive. Voilà. La suite de ces analyses-là. Donc, quand on regarde avec les impacts autodéclarés des écrans, on voit que y a quand même les utilisateurs intensifs, sans surprise, vont quand même utiliser davantage là, les écrans pour apprendre de nouvelles choses. C'est leur façon de faire. Ça ne veut pas dire qu'ils apprennent plus de choses, mais ils vont utiliser davantage les écrans. Pour maintenir les relations, il n'y a pas d'écart significatif. C'est probablement l'absence de puissance statistique ici parce qu'on ne doit pas être loin. Par ailleurs, pour le fait que ça nuit à leurs résultats scolaires, on voit qu'il y a quand même aussi une différence significative. Quand même assez importante. C'est presque le 5e de notre groupe là, qui disent que ça nuit à leurs résultats scolaires. Au sommeil, c'est un gros écart là, par rapport aux impacts sur le sommeil. Même chose sur le fait que les proches se sont inquiétés, ce qui est une bonne nouvelle. Hein? C'est-à-dire que si on fait beaucoup d'écrans quand on est jeune, puis même qu'on en fait trop, nos proches s'inquiètent, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Là. Moi, je vois ça comme une bonne nouvelle, mais bon, voilà. Et puis, on voit que nos grands utilisateurs, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, eux, ne sont pas tannés des écrans. Donc, ça, c'est vraiment, on ne savait pas ce qui était pour sortir de cette analyse-là. Mais eux, quand on regarde l'utilisation intensive comme telle, ils ne sont pas tannés. Voilà. Donc, ici, on va maintenant prendre un autre type d'analyse. On va regarder le groupe qui disent qu'il y a au moins une utilisation ou plus qui a beaucoup augmenté pendant la pandémie. Donc, ça ne touche pas seulement les utilisateurs intensifs, c'est pour tout le monde. On peut, peut-être qu'avant, on utilisait les écrans 1 heure ou 2 heures, mais on a beaucoup augmenté. Puis on n'est pas dans le groupe nécessairement des utilisateurs intensifs. Mais quand même, ça montre que peut-être qu'on avait moins d'alternatives. Il y a d'autres implications. C'est pour ça que ce modèle-là est intéressant. Donc, quand on regarde les mêmes variables au niveau de la santé,
On ne voit pas les jeunes pour qui il n'y a eu ça n'a pas beaucoup augmenté, aucune utilisation qui a beaucoup augmenté. Il y a une petite différence ici, mais elle n'est pas significative. En fait, c'est ça. Encore une fois, c'est peut-être une puissance statistique, mais ça n'a pas ressorti. Au niveau du moral, oui. Donc, santé mentale ou le moral de nos jeunes à ce moment-là, les jeunes pour qui ça n'a pas augmenté, pour qui ça n'a pas beaucoup augmenté, c'est ceux qui sont dans le meilleur état. Et vraiment, ici, on voit que soit s'il y a une utilisation ou deux ou trois, il y a quand même une différence ici assez importante. L'insatisfaction, évidemment, ceux pour qui ça a augmenté, 3 utilisations qui ont beaucoup augmenté, ici, il y a plus d'insatisfaction quand même pas mal que par rapport à sa famille ou même par rapport aux amis. Est-ce que les écrans sont un refuge ou est-ce que c'est les écrans qui engendrent ça? Évidemment, probablement un peu des deux. Puis insatisfaction dans la vie, ici encore, ça sort assez bien. Donc, ceux qui ont augmenté, peut-être qu'il y avait moins d'alternatives. Je le dis, je le redis. Ou tout simplement, peut-être qu'ils étaient tout simplement, se sont réfugiés sur les écrans, peu importe. Mais on voit qu'il y a davantage d'insatisfaction dans ces groupes-là. Au niveau des résultats scolaires, contrairement à nos utilisateurs intensifs, les gens pour qui ça a augmenté, ça ne se reflète pas. En tout cas, à ce stade-ci, ça ne se reflétait pas dans les résultats scolaires. Donc, ce n'est pas associé à de plus faibles résultats scolaires, contrairement à nos utilisateurs intensifs. Donc, ça a augmenté pour pas mal de monde. Ça a affecté la satisfaction, ça a affecté le moral était affecté dans ces groupes-là, mais pour les résultats scolaires, il n'y avait pas de lien. Pour la motivation scolaire, par ailleurs, il y a quand même un lien, on voit la différence entre les groupes pour qui les écrans ont beaucoup augmenté. Donc, il y a quand même une bonne différence avec le groupe pour qui il n'y a eu aucune augmentation. Même chose pour notre proxy d'anxiété, qui est l'inquiétude face à l'avenir ici, qui n'est pas, je le rappelle, ce n'est pas un état clinique. Là, on est plus dans une mesure plus générale d'inquiétude, d'anxiété non clinique, je vous dirais, qui est quand même pas mal plus importante chez ceux qui ont augmenté. Et même chose pour l'activité physique, là, on voit qu'il y a une bonne différence. Ceux qui ont augmenté, il y a 3 utilisations qui ont beaucoup augmenté, qui représentent quand même presque le quart du groupe, de notre groupe. Donc, c'est quand même pas mal de monde. Il y en a beaucoup là, qui se sont un petit peu rués sur les écrans, ou peut-être qu'il y avait d'autres choses, moins d'alternatives. Voilà. Même chose, on continue cette même analyse-là, c'est-à-dire quand on regarde les jeunes pour qui ça a beaucoup augmenté. Pour apprendre de nouvelles choses, ceux qui évidemment, font beaucoup plus d'écran, c'est plus leur mode d'opération, donc on voit une différence significative. Pour maintenir les relations, même chose, ceux qui ont augmenté leur utilisation, on voit une bonne différence avec notre groupe qui n'a pas augmenté ses utilisations. Pour les résultats scolaires, on voit, là c'est vraiment, j'attire votre attention là-dessus. Regardez notre groupe, notre quart des répondants là, qui ont augmenté beaucoup différentes utilisations, 3 et plus. Là, il y en a beaucoup qui déclarent que ça nuit à leurs résultats scolaires. Donc voilà, comparativement à ceux qui n'ont pas augmenté. Là, la différence est énorme, donc on pourra retenir ça. Pour le sommeil, même chose, différence énorme. Les proches qui s'inquiètent, 40 versus 9,6, c'est des gros écarts. Là. Puis ici, regardez, chez nos grands utilisateurs, plutôt, je vous ai mentionné que ceux qui font beaucoup d'écrans, de façon générale, 5 heures et plus, eux, ils ne sont pas tannés des écrans. Mais la bonne nouvelle, c'est que ceux qui ont augmenté 3 utilisations et plus, disons les médias sociaux, le visionnement de vidéos, le jeu vidéo ou toute autre utilisation qui a été beaucoup augmentée. Mais regardez, il y en a quand même 5 % qui nous disent qu'ils sont souvent tannés des écrans. Donc, ici, ce n'est pas le souvent et parfois, là, on a juste retenu le souvent. Donc, ça, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais regardez l'écart. C'est encore un écart assez important. Donc, puis on regarde les groupes, c'est quand même, comme je vous disais, c'est quand même le quart de notre groupe là, qui a augmenté 3 utilisations ou plus pendant la pandémie. Donc, j'arriverai au point de discussion, au grand constat finalement de l'étude ici. Là.
Dans le fond, si on regarde l'ensemble de l'œuvre, qu'est-ce que nous disent les chiffres qu'on a? C'est que le temps écran lors de la collecte de données, il est élevé quand même. C'est sûr qu'on peut difficilement comparer à d'autres études parce que, bon, malheureusement, là, il n'y a pas encore de façon standard de mesurer le temps écran. Parfois, la question est pas, la modalité de la façon de le mesurer change. C'est un peu difficile des fois de faire des comparatifs, puis il faut quand même être rigoureux là-dessus. Mais pour nous, ça nous apparaît élevé, le temps écran lors de la collecte de données. Il aurait beaucoup augmenté pour la grande majorité des répondants, comme je vous ai mentionné. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même de nombreux adolescents qui se disent tannés des écrans. Et donc, peut-être que si on leur offre des alternatives à ces jeunes-là, s'ils ont d'autres choses à faire, peut-être qu'ils souhaiteraient faire autre chose, ces jeunes-là. Donc, ça, je vous dirais, un côté positif peut-être pour le rétablissement ou peut-être diminuer, dans le fond, la proportion de jeunes qui passent vraiment beaucoup de temps sur les écrans. Puis, l'étude en tant que telle est aussi une excellente démonstration de l'influence du contexte. Parce qu'on parle souvent en santé publique, on parle beaucoup de l'influence des environnements. Puis malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureux, mais les gens vont souvent regarder l'individu comme tel. Hein. C'est souvent comme si on était les seuls, finalement, à pouvoir être responsables de la façon dont on utilise les écrans. Mais il y a des influences externes, il y a des facteurs externes, la présence de parcs, la présence de pouvoir faire des activités, du sport, de pouvoir sortir de chez soi, de pouvoir faire d'autres choses. C'est très important. Puis là, ça en est une belle démonstration. Puis quand on va regarder les pistes, dans le fond, pour améliorer que les jeunes bougent plus, que les jeunes passent moins de temps sur les écrans, bien, il faut travailler aussi sur le contexte. Puis il faut aussi regarder, on en parlera tout à l'heure, mais les appareils comme tels, responsabiliser un peu les gens qui développent les plateformes pour qu'ils soient conscients qu'on veut quand même une population en santé. Là. Je pense que ça commence à aller un petit peu plus loin que les données. Là. Mais voilà. Et les écrans, aussi, bien, il faut aussi retenir que les écrans ont beaucoup été utilisés pour maintenir les relations et apprendre de nouvelles choses. Donc, ça aussi, il faut le retenir que plus que les impacts négatifs, c'est ça qui est ressorti. Il y a vraiment un accès à l'information, une capacité d'entrer en contact qui est très, très appréciée par les jeunes et les moins jeunes. Moi, personnellement, je ne sais pas si mon utilisation des écrans est équilibrée, mais bon, j'apprécie quand même tout l'accès à l'information que j'ai maintenant grâce aux écrans. Si on regarde au niveau des impacts, il y a de plus faibles résultats scolaires qui sont associés à l'utilisation intensive, comme je le mentionnais. Donc, que ce soit avant ou causé par la pandémie, les résultats scolaires des gens qui font beaucoup d'écrans, puis on n'est pas nécessairement dans un lien de cause à effet, on est vraiment dans l'association, ils sont plus faibles. Nos grands utilisateurs, ils ont des résultats scolaires moins bon. Mais quand on regarde l'augmentation générale de l'utilisation qui découle de la pandémie, elle n'est pas associée à des mauvais résultats. Donc, mais elle est par ailleurs associée à plus un moins bon moral, à des moins bonnes relations, à davantage d'insatisfaction. Donc, il y a des jeunes que la pandémie, ça leur a rentré dedans, puis ils ont augmenté vraiment les écrans. Puis peut-être que, comme je disais plus tôt, il y en a les écrans, ils font ça faute de mieux. Ceux qui ont augmenté plusieurs utilisations pendant le confinement se montrent davantage tannés des écrans, c'est ce que je vous disais, mais pas les grands utilisateurs. Et enfin, quand même, il faut quand même le souligner, là, ceux qui n'ont pas augmenté beaucoup leur utilisation et ceux qui passent moins de temps sur leurs écrans montrent dans l'ensemble un meilleur état de santé et davantage de motivation pour leurs études. Donc voilà, c'est un résumé. C'est sûr qu'on pourrait en parler plus longtemps de ces résultats-là. Mais en fait, je pense que la présentation va être disponible. Donc, je pense que vous pouvez récupérer ces résultats-là puis réfléchir par vous-même qu'est-ce que ça peut impliquer, ces résultats-là. Nous, on va continuer notre travail. Pour la suite, je vous dirais,
Nous, on va produire un rapport, on espère le compléter pour le publier quelque part au mois de février, parce qu'évidemment, il y a la pandémie, on a d'autres choses aussi à faire en même temps. Donc, on va essayer d'avancer. La bonne nouvelle, c'est que possiblement, c'est presque certain qu'on va faire un temps 2 de cette étude-là. Donc, jusqu'à maintenant, là, les choses s'alignent pour que ça aille de l'avant avec un deuxième temps. Donc, on pourra voir comment la situation évolue. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on aimerait comprendre plus à fond. Donc, on va regarder peut-être s'il n'y a pas lieu d'approfondir certaines choses en parlant avec les jeunes pour faire du sens de ces résultats-là, puis peut-être approfondir d'autres choses. Donc, ça serait pour la suite. Et puis, voilà. Donc, je ne sais pas si, encore une fois, pour la gestion du temps, comment ça s'est passé. Oui, c'est quand même pas pire. J'ai même fini un petit peu avant, ce qui n'est pas mauvais en soi. Donc, écoutez, moi, ça termine cette présentation-là. Peut-être qu'on pourrait prendre déjà les questions. Parfait. Si vous en avez. Alors, merci beaucoup pour les analyses. Les données que vous nous avez dévoilées permettent vraiment de répondre à plusieurs de nos inquiétudes, puis nous aideront à guider nos actions et celles de nos partenaires. Comme tu viens tout juste de mentionner, on va maintenant passer à la deuxième période de questions. J'invite mes collègues Marie-Pierre et Mireille de nous partager les questions qui ont été posées dans le QER. Merci beaucoup, M. Buron. Très intéressant. Donc, quelqu'un mentionnait justement que ça pourrait être intéressant de présenter ces résultats-là à des jeunes pour voir un peu leur réaction là, par rapport à ce qu'ils ont répondu. Quelqu'un pose la question à savoir, pour les jeunes de 12-17 ans, quel serait le nombre d'heures par semaine et par fin de semaine qui serait recommandé pour un équilibre, pour assurer un équilibre entre des impacts positifs et négatifs? Est-ce qu'on peut se positionner sur cette question? Bien, il y a des recommandations qui existent. Ceci dit, maintenant, j'ai eu plusieurs conversations avec des gens qui travaillent sur l'hyperconnectivité, puis ben, bon, dépendance, tout ça. Tu sais, je suis en lien avec d'autres chercheurs, avec d'autres personnes, avec des gens qui travaillent auprès des jeunes. Puis la discussion, en fait, qu'on a là-dessus, c'est sûr que là, les données qu'on a en ce moment, elles sont difficiles. Hein? Nous, quand on a vu nos données, on s'est dit, OK, il faut vraiment mettre en contexte, puis je l'ai mentionné, à ce moment-là, on était dans une période de confinement, il y avait un couvre-feu et tout ça. Donc, quel est le portrait dans un meilleur contexte? Probablement que ça sera mieux. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, là. Puis la réelle question, c'est qu'est-ce qui va rester de ça? Parce que c'est sûr que le télétravail chez les adultes, ça va s'être intensifié. Il y a des habitudes qui vont s'être ancrées. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui va rester? Une des questions, c'est qu'est-ce qui va rester? Mais pour répondre à cette question-là, de qu'est-ce qui pourrait être une utilisation équilibrée, bien, chez les tout-petits, c'est déjà déterminé. Là. Je pense que vous pouvez aller voir dans d'autres présentations. Là, on dit, bien, pas de temps, éviter le temps écran là, chez les 0-2 ans, puis de 2 à 5, 1 heure, mais évidemment, accompagné du contenu éducatif, tout ça. Quand on regarde pour après ça, les 5 à 12 ans, il y a quand même l'Association canadienne de physiologie de l'exercice qui eux, le regardent peut-être plus dans une dimension de sédentarité. Il faut que les jeunes bougent pour se développer. Quand on est jeune, on construit notre cerveau, mais on construit aussi notre constitution physique, là, tout ça, là, ça se développe. Donc, c'est important que les jeunes bougent pour leur santé mentale et leur santé physique. Donc, l'idée, ce qui était recommandé, c'est de ne pas faire plus que 2 heures. Mais dans le contexte actuel, puis même où les écrans prennent vraiment beaucoup de place, l'idée, je dirais, c'est de se questionner sur est-ce qu'on bouge assez? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Est-ce qu'on en fait de l'exercice? Est-ce qu'on est en interaction avec des groupes pour justement développer notre sociabilité, avoir les bons repères, bien lire les autres, s'épanouir finalement? L'être humain n'est pas une île. On vit avec d'autres personnes, mais on veut que les interactions se passent bien. Donc, officiellement, les recommandations étaient pour les adolescents de pas plus que 2 heures. Mais est-ce réaliste? C'est la bonne question. Ce qu'on voit, c'est que l'utilisation intensive, ici, on l'a mis à 5 heures. Dans un temps normal, je pense qu'avant la pandémie, probablement qu'à 4 heures, ça aurait été fonctionné. Donc, je dirais 2 heures, c'est idéal, 2 heures et moins. Après ça, jusqu'à 3 heures, ben, il y a peut-être un petit peu d'impact. Et encore une fois, ça dépend de
ce que vous faites, de la qualité, à quel moment. Il y a tout l'aspect de à quel moment, puis du contenu aussi qui vient en compte. C'est une question qui doit être un peu regardée presque individuellement. Et là-dessus, c'est pour ça qu'on avait fait un modèle là, justement, qui est présenté. Vous pouvez aller le voir dans la dernière présentation que j'avais faite à Réseau Réussite Montréal, où on peut se questionner sur est-ce qu'il y a un équilibre, est-ce que les ressources de temps que j'ai pour dormir, pour faire d'autres choses, sont grugées par mes utilisations. Je pense que c'est la première chose à faire. Puis le temps, bien évidemment, c'est un indicateur, mais très, très imparfait. Voilà. Merci. Il y a des questions concernant les données, donc les compilations. Est-ce que vous avez des tranches d'âge plus précises, donc que le 12-17 ans? Est-ce qu'on peut un peu voir s'il y a des tranches d'âge où c'est plus préoccupant que d'autres, l'utilisation du temps écran? Bien, on va, dans le rapport, on va produire d'autres analyses complémentaires. C'est sûr que on ne peut pas tout présenter dans une présentation. Dans le rapport, on va faire des analyses selon le sexe et selon l'âge. Mais en gros, ça ressemble à ce qu'on retrouve pour la consommation de substances, là, alcool, cannabis. Ça ressemble même pour ce qu'on avait pour les jeux de hasard et d'argent. Généralement, quand les jeunes vieillissent, c'est ça. Quand le groupe des 13 ans, 14 ans, normalement, ça va être un petit peu moins que les 14 ans, 15 ans. Puis, donc, il y a un petit gradient là, qui fait que ça augmente un petit peu. Mais je vous dirais qu'en général, ça va être, le portrait va être un petit peu moins grand selon l'âge. Puis, évidemment, on sait que c'est le sexe féminin en général. Il va déjà avoir plus d'anxiété que chez les garçons. Il y a déjà des choses qu'on sait en général sur la population adolescente qui vont se refléter là-dedans. Mais je vous dirais que c'est pour l'ensemble des adolescents, là, les données, j'ai assez confiance là, que c'est préoccupant pour tous les groupes. Là. Tous les groupes ont subi la pandémie, puis tous les groupes n'avaient rien à faire, puis tous les groupes ont augmenté. Merci. Vous mentionniez justement d'autres types de dépendance. Il y avait quelqu'un qui posait la question à savoir, est-ce que le fait que la superdépendance ne soit pas reconnue par la direction de santé publique comme un enjeu de santé, sur quoi ça repose? C'est pas, en fait, clarifions, ce n'est pas la direction de santé publique là, qui a l'autorité de. Moi, dans le fond, quand je dis que ce n'est pas reconnu, c'est qu'il n'y a pas de consensus scientifique. Okay. Il y a des chercheurs qui disent non, il n'y a pas de cyberdépendance parce que l'écran, il peut avoir une dépendance aux jeux vidéo, il peut avoir une dépendance peut-être à une autre utilisation comme telle qui va être connue dans le futur. En fait, c'est que l'écran, comme tel, va donner lieu à différentes utilisations. Et c'est plutôt l'utilisation, le type d'utilisation qui va déterminer peut-être s'il y a une dépendance ou pas. Et là, en ce moment, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît une dépendance, un problème, un trouble c'est ça qui est vraiment lié aux jeux vidéo, mais pas nécessairement pour les médias sociaux, pas nécessairement pour l'utilisation at large des écrans. Donc, la santé publique n'a pas de position là-dessus. Moi, je fais juste relayer qu'est-ce qu'il y a dans la littérature en ce moment. Et puis, c'est plutôt les organisations comme l'Association américaine de pédiatrie qui sont, ou même l'Organisation mondiale de la santé qui vont avoir des positions là-dessus. Donc, moi, honnêtement, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'utilisation problématique, parce qu'on parle d'utilisation problématique justement pour ne pas stigmatiser les gens. Ce n'est pas reconnu comme une maladie, mais ce n'est pas du tout la position de la santé publique, là, ce que je vous disais aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui ne reconnaissons pas ça. Moi, je relais qu'est-ce qu'il y a dans la littérature. Merci. Justement, il y a deux commentaires. Je ne sais pas si c'est les choses qui vont être traitées là, par la suite, savoir s'il y a quelques réflexions pour des pistes de solutions, des programmes de prévention pour les enfants. Oui, tout à fait. Je pense qu'on va, comme je l'ai dit, je l'ai dit au début de la présentation, hein, quand on présente des données comme ça, c'est un peu aride, puis j'ai essayé de faire sortir un peu pour qu'on ait de réflexion sur le phénomène. Mais dans la prochaine section, là, après la présentation, je pense qu'on va regarder les différents programmes qui existent, les pistes de solutions
là-dessus. Donc, ce sera dans la prochaine section qu'on fera ça. Ouais. Alors, merci beaucoup. Nous allons, comme mentionné, nous allons maintenant passer aux pistes d'action, mais continuez d'écrire vos questions. Nous aurons une dernière période de questions sous peu. Alors, pour le prochain segment, nous allons afficher le Padlet pendant que Jean-François nous parlera des pistes de prévention et d'intervention. Par la suite, nous aurons un bref segment où vous serez invités à nous partager dans le module discussion des pistes d'action et des ressources que vous aimeriez recommander. Alors, je vous invite à commencer à réfléchir. Après le webinaire, vous allez recevoir par courriel le lien du Padlet que vous voyez à l'écran afin que vous puissiez consulter tous les outils. Jean-François, je vous redonne la parole. Oui. Bon, écoutez, j'ai eu le temps de prendre une petite gorgée de thé. Écoutez, là, dans le fond, la première chose que je pourrais dire, c'est, je ne l'ai pas présenté plus tôt, là, mais les pistes de solutions ou les pistes d'action pour la prévention pour arriver à ce qu'on ait davantage de jeunes qui utilisent de façon positive les écrans. Il y a évidemment, on peut travailler sur les jeunes, les équiper, développer leur jugement critique, amener davantage de connaissances, les amener aussi à comprendre peut-être capables de réfléchir à leur propre utilisation et puis voir justement là, pour les aider finalement eux-mêmes à réfléchir. Donc, dans ce cas-là, c'est qu'on travaille sur les individus, on les équipe. Hein. L'autre façon, c'est de travailler sur les milieux avec des politiques. Puis c'est sûr que les parents, c'est tout un enjeu. Il y a même un livre qui est intéressant, puis je pense qu'il doit être recommandé là, dans le Padlet. Je ne me rappelle plus du titre, il faudrait que je le voie sur le Padlet, mais c'est un livre qui a été utilisé. Je pense que c'est vraiment un livre qui invite les parents à c'est plate de mettre des limites, mais il faut parler aux jeunes, puis il faut aussi mettre des limites, c'est ça le rôle. Et puis c'est sûr que dans certains milieux, malheureusement, là, c'est ça là, le guide pratique? Ça? Non, ok, c'est pas ça là. C'est celui-là, parents, oui, c'est ça, parents dans un monde d'écran, comment vous branchez, oui, c'est ça, comment vous branchez à l'univers de vos enfants. Donc, ça, c'est un livre qui est intéressant. Il y a aussi bref, il y a la famille comme telle qui peut mettre en place des règles qui permettent aux jeunes d'utiliser les écrans puis de ne pas les utiliser excessivement. Et puis après ça, il y a les écoles, puis dans le fond, comme je disais plus tôt, les gens qui mettent en place des plateformes qui pourraient aussi peut-être mettre ceux qui développent les jeux ou qui sont qui veulent nous faire passer du temps sur les écrans, éventuellement, peut-être qu'il y aura une réflexion à faire pour que ce ne soit pas trop intrusif, là, parce que c'est sûr qu'on peut prendre son téléphone ou son ordinateur puis limiter les notifications et tout ça, mais ils sont très incitatifs. Quand on s'inscrit à un site Internet, tout de suite, c'est comme, bon, on nous demande la permission d'installer ce qu'on appelle des biscuits, des cookies pour nous suivre. Ils nous demandent d'accepter les notifications ou il faut les refuser par défaut. C'est pas simple. Là. Puis, quand on a un téléphone, le téléphone nous demande de tout synchroniser, ce qui fait que tout le monde sait où est-ce qu'on... tous les gens qui nous fournissent finalement les plateformes savent pas mal de choses sur nous parce que c'est interrelié. Donc, il y aura quand même... On peut agir sur l'environnement, sur les appareils, sur les plateformes disponibles, puis on peut travailler sur les individus. C'est un petit peu là-dessus que ça se fait. Puis, on peut aussi travailler sur les normes sociales. Je pense que ça se fait. C'est quand même relativement nouveau qu'on parle d'hyperconnectivité. On parlait de temps écran avant, beaucoup plus dans une dynamique de sédentarité. Et puis là, maintenant, je pense qu'il y a le volet de l'équilibre de la santé mentale, la déconnexion même par rapport à la possibilité de se déconnecter du travail pour faire d'autres choses. C'est des enjeux qui sont plus souvent dans les médias ou dans la sphère publique. Donc, je veux dire que c'est un petit peu vers ça. Dans les pistes, dans les outils, moi, c'est sûr que quand on parle de sensibiliser les jeunes, moi, je sais qu'il y a l'organisme Bien-être numérique avec qui je collabore. La Maison Jean Lapointe qui font la face cachée des écrans aussi, qui vont rencontrer les jeunes. Et puis, donc ça, ils font des ateliers où on présente finalement la face cachée des écrans, où on fait réfléchir les jeunes à avoir de l'équilibre davantage. Puis je pense que c'est bien fait, puis ils sont en processus d'amélioration continue. Ces gens-là sont très, très, en tout cas, moi, je
trouve qu'ils font du bon travail. Puis, évidemment, il y a la campagne Pause ton écran, qui d'ailleurs faisait le défi des connexions, mais qui offre beaucoup d'outils pour les parents, pour les intervenants et pour les jeunes qui font des campagnes maintenant. Donc, vous pouvez aller sur leur site, ils ont vraiment beaucoup de choses. Moi, je suis sur le comité aviseur, le comité d'experts là-dessus. Donc, on est consulté pour les grandes orientations, mais ils développent des choses je trouve intéressantes, dans une perspective qui est non culpabilisante. Donc, moi, c'est sûr que j'aime beaucoup ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que moi, je ne connais pas. Là. Il y a probablement plein d'initiatives, fait que je ne veux pas contrarier personne. Donc, je pense que l'idée, c'est de mettre en place des choses qui permettent aux jeunes de s'exprimer. Et puis, les jeunes sont très réceptifs parce que ça touche leur quotidien. Bon, si tu n'es pas sur les médias sociaux, ben, tu vas jouer à des jeux vidéo ou à la limite, tu vas suivre un YouTuber. Il va avoir, ça touche leur quotidien ou ils voient leurs parents. Donc, je pense que c'est un sujet qui est intéressant pour parler avec les jeunes et puis pour peut-être développer leur jugement critique. Puis, c'est ça. Je pense que c'est vraiment là. Donc, ici, on en a plusieurs. Là, comme je vous dis, moi, je vous en ai nommé quelques-uns. Il y avait l'outil de dépistage de débat Internet, là, mais là, quand on est là-dessus, là, c'est vraiment un moment où on pense qu'il y a un problème. Donc, avant de faire ça, il faut poser peut-être des questions un peu plus d'ordre, ce qu'on pourrait appeler de repérage là, avec le jeune, à savoir, est-ce que tu vas bien? Parce qu'il y a une différence. Si le jeune est sur son écran parce que les parents sont toujours en conflit, parce que ça va mal dans sa famille, parce qu'il se fait intimider à l'école, ben ça ne sert à rien d'y passer un test là, s'il y a une dépendance à Internet là, ou utilisation problématique. Donc, il faut quand même être conscient de ça. Il y a des étapes avant d'en arriver, mais il y a quand même cet outil-là qui est intéressant et qui existe. Donc, je vous dirais que c'est un petit peu ça. Sinon, ben, je pense que c'est ça. Travailler sur les environnements, travailler sur les appareils, et puis après ça, équiper les jeunes au niveau de leurs compétences sociales. Voilà. C'est un peu vers ça, dans ce registre-là, qu'on peut faire de la prévention. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, mais sinon, évidemment, il y a des sites là, qui mettent, il y a Abilo Média aussi, qui offre des outils, puis qui vont aussi qui va toucher aussi le volet de la cyber-intimidation, de la sécurité Internet, donc il ratisse plus large. Là. Donc, il y a quand même, il y avait la lettre aux parents, ou en Suisse, ils travaillent sur l'hyperconnectivité aussi. En Europe, c'est sûr qu'eux, ils ont une perspective davantage addiction ou dépendance là, par rapport à ça. Ici, je vous dirais que le mouvement, quand je vois ce qui se fait en ce moment, c'est qu'on a à la fois, on avance au niveau de la dépendance, on a quand même des experts. Là, un jeune qui a un problème, bien, vous pouvez appeler au centre de réadaptation là, à Montréal, de Montréal, et puis vous allez avoir de l'aide. Il y a moyen d'intervenir là-dessus, ce qui n'est pas le cas dans toutes les juridictions. Là-dessus, on est assez proactif au Québec. Puis là, je vois avec Capsana, la Maison Jean Lapointe et plein d'autres initiatives que c'est devenu une préoccupation puis un enjeu que les gens prennent maintenant, je dirais, au sérieux, tout en retenant que ce n'est pas négatif comme tel, l'utilisation des écrans. Dans le fond, quand on en fait de façon équilibrée, ben, ça fait partie de la vie maintenant. C'est pour ça que ça fonctionne. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles je pourrais répondre ou si les gens ont des choses à proposer. Voilà, effectivement. Alors, merci beaucoup pour cette partie de la présentation. Nous aimerions maintenant connaître les pistes d'action et les ressources que vous, les participants, vous aimeriez suggérer. Si vous en connaissez, partagez-les, s'il vous plaît, dans le module discussion. Nous allons vous donner 2 minutes pour inscrire vos idées, puis après ça, on verra ce qui est écrit là-dedans.
Essayons ça encore. Merci beaucoup pour le début des idées qui ont rentré. Nous allons maintenant faire un survol de ce que vous avez partagé. Mireille, la parole est à vous. Merci. Donc, il y a Lauriane Bouffard qui a partagé le site tuaslederniermot.com. De ce que je comprends, c'est un site pour la gestion du stress. Il y a Julie Meyer de Capsana qui a mentionné le livre Les écrans et toi. Et que vous trouverez dans le Padlet qui vous sera envoyé. Elle a aussi ajouté Gamer Mentor. Il y a Marie-Claire Roberge qui, je vais le lire en même temps parce que j'y arrive en même temps. Patricia Forgue, Marie-Claire Roberge qui indique que le Centre de réadaptation en dépendance au CIUS, Centre-Sud de l'île de Montréal, que c'est un seul numéro unique pour obtenir des services pour les dépendances ou encore comme membre de l'entourage au 514-385-1232. Et donc, à contacter pour les problèmes de dépendance, soit pour la personne ou les personnes de l'entourage. Il y a Patricia Forgue qui indique qu'il faudra apporter une attention particulière aux jeunes pendant les 5 prochaines années au niveau de la consommation des écrans. On leur demande beaucoup s'ils consomment drogue ou alcool, mais rarement les écrans. Il y a Lydia Lefebvre qui a mis le site etugame.com Lauriane Bouffard apporte la précision sur tuasunderniermot.com que c'est une campagne qui vise à sensibiliser la population aux questions touchant l'anxiété, le stress et l'hyperconnectivité, mais qui fait aussi la promotion de la santé mentale positive et d'une saine utilisation des écrans, qui offre des outils plus. Donc, c'est ce qu'on a en ce moment dans le module de discussion pour les pistes d'action et les ressources. Il y a aussi, je pense que ça doit aussi être dans le Padlet, là. Il y a un répertoire de toutes les ressources en santé mentale là, à Montréal qui a été créé par des collègues. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup parce qu'évidemment, comme on a vu, les données pointent beaucoup les écrans et la santé mentale et aussi la motivation scolaire et compagnie, là, mais on est plus là-dedans que dans le physique pour l'instant. Et puis, à ce moment-là, je pense que c'est sur le répertoire des acteurs et interventions en santé mentale jeunesse. C'est des collègues qui ont fait ça. Donc, il y a vraiment pas mal tous les organismes à Montréal. Il y a vraiment beaucoup de choses. Puis, ils sont classés là, selon les programmes et tout ça. Donc, ça peut être une piste intéressante. Puis, je remercie les gens de mettre des choses. Comme je disais tout à l'heure, moi, je ne porte pas de jugement. Là, je ne connais pas tout ce qui se fait au Québec. Et puis, je suis content que les gens amènent. Il y a probablement encore d'autres sites, d'autres initiatives très, très intéressantes qui se font ailleurs. Donc, voilà. Parfait. Bien, encore une fois, merci pour toutes les recommandations. Nous espérons que cela donnera à toutes et à tous quelques pistes pour agir. Merci aussi, Jean-François, pour tous tes conseils. Avant de terminer, nous avons quelques minutes qui nous restent, alors nous allons prendre 2 ou 3 dernières questions. Mireille ou Marie-Pierre, est-ce qu'il demeure des questions dans le chat ou dans le QER? Oui, j'aurais des questions qui étaient présentes dans le chat lors de la 2e période de questions. Il y a Fanny Lemétayer qui demandait, qui remerciait Jean-François pour sa présentation et qui demandait quelles sont les caractéristiques socio-démographiques des utilisateurs intensifs et de ceux qui ont augmenté leurs utilisations. Est-ce qu'on les connaît? Malheureusement, non, parce que faut comprendre que comme on a monté la structure de l'étude, il fallait passer un questionnaire très rapidement, donc il fallait couper sur les informations, puis ça ne nous permettait pas de connaître sinon les caractéristiques sociodémographiques. Donc, on a vraiment, on a l'âge, puis on a le sexe. Donc, évidemment, ça, on va pouvoir le mettre, mais on ne peut pas dire, pour la défavorisation, pour savoir, disons, la langue parler et puis d'autres statistiques, là, on l'a pas. On aurait pu peut-être travailler avec certains indices, mais on n'aurait pas été assez à l'aise de publier ça. C'est comme, il faut travailler avec les limites de notre étude.
Puis quand on essaie d'aller trop loin, ben, c'est là qu'on fait des erreurs. Donc, ce qu'on présente, on est confortable. Et puis, peut-être que ça pourra se faire, mais c'est sûr qu'on n'a pas le type d'études qu'on a monté ne nous permettait pas de dégager. Mais c'est des choses qui sont intéressantes et qui devront être poussées plus tard. Voilà. Merci. Puis, dans les différentes utilisations des écrans qui ont été observées, est-ce que vous avez fait des observations par rapport au visionnement de vidéos pornographiques chez les ados dans le contexte de confinement? Et c'est une question de Julie Latour. Non, pas du tout. Non, c'est vrai, comme j'expliquais, on avait 10 minutes, donc on a vraiment tiré le maximum de ces 10 minutes-là parce que les jeunes décrochent, là, ben, pas juste les jeunes, là, vous faites appeler pour un sondage. Là. Après 10 minutes, vous commencez à peut-être qu'en 1970, une demi-heure, c'était correct, mais avec la structure, la façon dont on est habitué maintenant dans les interactions, tout est raccourci. Les nouvelles sont beaucoup moins longues. C'est intéressant des fois de regarder des affaires qui ont été faites par le passé pour dire « Oh mon Dieu, le rythme est tellement beaucoup plus lent que maintenant. » Donc, c'est ça. Le temps d'attention qu'on a pour avoir des réponses rigoureuses, c'était 10 minutes. Donc, ça, comme tel, il y a des sujets qui en soi, demanderaient d'être investigués. Mais peut-être que dans les groupes qu'on va faire, peut-être qu'on va faire des groupes de discussion dans un temps 2 qui vont nous permettre peut-être d'approfondir certaines choses. Puis à ce moment-là, il faudra encore faire des choix. Ouais. Merci. Puis justement, en parlant du temps 2, il y a Chantal Polduc qui demande si vous avez pensé à questionner les étudiants et étudiantes de première année de cégep. On a pensé à interroger la planète au complet. C'est pas, pour être honnête, nous, si on pouvait, plus on a d'informations là-dessus, plus on est content. Après ça, c'est juste une question de faisabilité. En fait, une étude comme on a fait, c'est vraiment parce qu'on avait des partenaires présents dans les milieux qu'on a été capable en 3 mois de monter une étude. Des fois, ça prend 1 an à préparer avec toute la lourdeur administrative quand même. Donc, c'est sûr que si on a des opportunités de questionner, s'il y a des gens qui nous ouvrent des portes, puis qu'on est capable de le faire dans le cadre de notre mandat de surveillance, puis que, bon, je continue à avoir la disponibilité d'une équipe avec moi à ce moment-là, on va faire ce qu'on peut là-dessus. Mais ce que je retiens, c'est que ça intéresse beaucoup les gens. Puis donc, ça va peut-être, on va regarder ce qu'on peut faire, mais tout à fait ouvert à aller chez les jeunes adultes également. Alors, merci. C'est malheureusement tout le temps que nous avons. Jean-François, merci d'avoir accepté notre invitation pour présenter votre première analyse et d'avoir organisé ce webinaire avec nous avec autant de générosité. Nous avons beaucoup apprécié collaborer avec vous et bénéficier de votre expertise. Pour conclure, nous vous rappellerons que le webinaire, le Padlet et la présentation seront mis en ligne et que le tout vous sera également envoyé par courriel. Nous vous transmettons cependant dès maintenant dans le module de discussion le lien au formulaire d'évaluation. Nous invitons à le compléter en grand nombre pour que nous puissions continuer à améliorer nos webinaires afin qu'ils répondent à vos besoins. Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois de vous être joints à nous ce matin et à vous souhaiter une très belle journée. Merci beaucoup. Merci.